Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Verdict du procès du double meurtre de Medinatoul Salam, délibéré prévu aujourd'hui, finalement reporté à lundi prochain. Ça chauffe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre jets de pierre et grenades lacrymogènes. Encore une affaire de non-paiement de bourse. À Kaffrine et à Kaolack, les étudiants ont également décrété 72 heures de grève renouvelable. L'interdiction du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Un coup de tonnerre, des parents d'élèves choqués par cette mesure qui entre en vigueur au mois de septembre prochain. Reportage dans ce grand journal. Des syndicalistes réagissent à la sortie du président Macky Sall contre toute augmentation de salaire dans la fonction publique. Il compte faire face. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diop. Au Bénin, un mort dans les manifestations contre le pouvoir. La victime a reçu une balle réelle. Au Soudan, une grande manif ce jeudi dans la capitale, Khartoum. La contestation veut maintenir la pression sur les militaires. Les sports, Cheikh Tidiane Diagne, quel sera le menu? On va parler judo. Dakar qui abrite les championnats d'Afrique chez les cadets et les juniors. Une quinzaine de pays attendus à cette compétition qui démarre aujourd'hui. Vous entendrez le président de la Fédération sénégalaise de judo et associé, Maître Babacar Ouad, dans ce journal. Nous allons aussi nous intéresser à une équipe. Il s'agit de l'AS Ville de Dakar en basket masculin, le promu qui fait une belle sensation dans ce championnat. Là-dessus aussi, vous entendrez un papier signé Sodakam. Nous allons aussi nous intéresser, Binta, à la Ligue Europa qui prend le relais, disons, de la Ligue des Champions. Un choc attendu aujourd'hui entre Arsenal et Valence. La sortie musclée du chef de l'État contre une hausse des salaires des fonctionnaires. Quelle analyse faut-il en faire? On en parle à partir de 12h30 dans Point de vue. À la technique de ce grand journal, il y a Lunba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Affrontement entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, entre jets de pierre et grenades lacrymogènes. L'avenue éponyme à l'université n'est pas du tout utilisable, devenue même inaccessible par tout le monde. Nous y reviendrons avec Nafissatou Silla qui nous signale déjà que c'est encore une affaire de non-paiement de bourse. Les étudiants de l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass de Kaffrine, ont décrété 72 heures de grève renouvelable. Ils s'insurgent contre ce qu'ils appellent une discrimination dans l'octroi des bourses. Sur les 350 étudiants, seuls 30 sont boursiers. Aliou Diaw, le porte-parole, au micro de Omar Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes ici, au niveau du campus de Kaffrine, pour manifester ce qui nous revient de droit. Parce que nous avons constaté que les bourses ont été octroyées d'une manière difficile. Parce que sur 1750 étudiants, il n'y a eu que 365 boursiers. Et c'est anormal. Avec nos conditions de vie ici, qui sont précaires, il y a le problème de la restauration. Il y a presque 3 jours, on ne peut pas faire cours à cause de l'électricité. Donc ce sont des problèmes dont l'État ou bien le ministère de l'enseignement supérieur doivent en fait revoir pour qu'ils puissent améliorer nos conditions de vie. On a marre. Et nous allons continuer pour 3 jours. Si l'État ou bien le ministère de l'enseignement supérieur ne réagit pas, on va continuer. Ici, nous avons 300 et quelques étudiants. Il faut que la direction des bourses revoie en fait ces bourses. Sinon, on va continuer. On va taper fort. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que tous les étudiants qui n'ont pas eu de bourse, qu'ils puissent avoir une bourse sociale. Pour tous les étudiants. Une bourse sociale, pas une aide sociale. Parce qu'une aide sociale, ça fait une seule fois. Et nous voulons la bourse sociale. 72 heures de grève également à l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Une grève de 3 jours pour dénoncer leurs mauvaises conditions d'existence. Entre manque d'eau et d'électricité, les 3 campus Kaolack, Kaffrine et Kaolack et Fatick ne comptent qu'un seul médecin pour tous les étudiants. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc interdit le port du voile à partir du mois de septembre prochain. Le communiqué de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny est tombé hier et a fait l'effet d'une bombe sur la toile. Un tour à l'institution ce matin, tout est fermé, toujours en vacances de Pâques. Des parents d'élèves rencontrés aux alentours parlent d'un sujet sensible, à la limite incompréhensible dans un pays où le dialogue islamo-chrétien ne souffre d'aucune ambiguïté. Reportage Koumba Sandiane Faye. Tout est calme ici à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar.
Aucune sortie ni entrée, l'école s'est vidée de son monde, pas de cours, les élèves sont toujours en vacances, le personnel absent, nous confie le vigile. Vous revenez demain, madame. D'accord, c'est mieux quoi. Oui. Je ne connais rien sur ça. Il y a comme problème. Seule l'administration est habilitée à apporter des précisions par rapport à cette mesure d'interdire le port du voile dans cette école privée catholique. Pas de commentaires. C'est vrai que je fais partie des réunions, mais je ne suis pas habilitable. À la sortie de l'école, ce parent d'élèves parle de sujets sensibles. Au nom du dialogue islamo-chrétien, ceci ne doit pas faire débat. Bon, on peut comprendre, mais aussi ici au Sénégal, le fait de dire qu'on doit interdire le port de voile dans les établissements scolaires et tout comme ça, à mon avis, c'est un faux débat. Le dialogue chrétiano-islamique est une chose qui marche à merveille, donc je ne vois pas pourquoi on met ça dans les écoles vraiment. Cette dame, sous l'anonymat, très mal à l'aise sur ce sujet, finalement, elle se lâche. C'est très délicat, c'est difficile de donner un avis parce qu'on est dans une société laïque en fait, et que ce soit du côté catholique comme musulman, on est tous parents. Toutefois, elle appelle les parents d'élèves de cette école à se plier à cette décision. Un règlement est à respecter, précise-t-elle. Une fois qu'on a décidé d'inscrire son enfant dans un établissement religieux, surtout chrétien, je pense qu'il faut se conformer aux règles. L'institution, suite à son communiqué envoyé aux parents d'élèves, décide de se conformer à ce qui se fait dans les établissements de la congrégation. Celle-ci réunit le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Les syndicalistes dénoncent le discours du président de la République hier à l'occasion de la fête du travail. Macky Sall annonce que l'État ne peut pas augmenter les salaires des fonctionnaires parce qu'il n'en a pas les moyens. Les syndicalistes se disent prêts à mener le combat pour le respect de leurs droits. El Hadj Ndiogou Diène. Déception et amertume, ce sont les sentiments qui animent le secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye, parle de sorties inquiétantes du chef de l'État. Depuis le président Abdou Diouf, jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'un président de la République tient ce discours. Sur la question maintenant de l'alignement de l'indemnité de logement. Mais c'est un engagement, une promesse du président Macky Sall. Une étude a été faite. Le président s'était engagé au mois d'avril 2019 de régler ce problème. Maintenant, s'il revient pour dire qu'il ne peut rien faire, le président tue l'espoir, décourage les travailleurs, démotive les travailleurs. Un sentiment que partage Sidia Ndiaye, le patron de la FGTS, interpelle notamment les centrales syndicales. Pour lui, le temps de l'action a sonné. Aujourd'hui, la réponse, elle est cinglante. Maintenant, elles doivent réagir. Celles qui se disent centrales représentatives, qui ont gagné des élections, qui ont des milliers de travailleurs, ils n'ont qu'à fermer le pays, on verra. Pour mener ce combat, le secrétaire général du CUSEMS authentique invite à une unité des organisations syndicales d'Ambotch. La balle est dans notre camp. C'est le moment pour tous les syndicats d'enseignants de comprendre que ça, ce n'est rien d'autre qu'une déclaration de guerre. C'est une provocation encore de plus. Nous voulons que tous les syndicats crédibles et même parler avec les autres forces qui partagent cette volonté ou cette ambition que le système de rémunération soit plus équitable. Je veux parler de la justice, de la santé, que tous les syndicats qui se sentent lésés au niveau de la fonction publique, qu'on puisse retrouver donc une certaine unité, faire une synergie des forces pour pouvoir faire face. Les syndicalistes appellent le chef de l'État à la raison pour éviter la confrontation. Selon eux, le gouvernement a bien les moyens de satisfaire les revendications, contrairement à la déclaration du président Macky Sall qui a donné une fin de non-recevoir à toute augmentation de salaire dans la fonction publique. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Binta Diallo. Vous suivez le grand journal sur la radio en puissance à 12h09. Tous les yeux sont rivés sur le tribunal de grande instance de Mbour dans l'attente du délibéré du procès du double meurtre de Medinatoul Salam. L'audience a démarré ce matin avec une réplique des avocats. Abdourahmane Diallo, bonjour. Bonjour Binta. Alors les répliques ont été épuisées et le délibéré est finalement attendu lundi. Oui, c'est une décision du juge Pierre Nognan. Comme vous l'avez dit, dans la matinée, elle a été consacrée aux répliques. C'est la partie civile qui est passée en première devant la barre. Maître Khassimou Touré et ses camarades disent rester sur leur faim après la plaidoirie de la défense. Ils diront même que les arguments des conseillers de Bétiochoun et compagnie étaient de la masturbation juridique. Ils pensent qu'une fois de plus que le guide des Tiantakoun est impliqué dans ce meurtre de Ababakar Diagne et Barasso, ne serait-ce que le fait que le fusil qui a tué Babakar appartient au cher. Maître Khassimou Touré s'étonne aussi du fait que la défense n'a souligné aucune observation sur les 3 milliards en guise d'indemnisation.
Après, c'est le procureur qui a pris la parole. Youssou Diallo estime qu'il n'aime pas les répliques, il réitère sa demande de condamnation qui est de 10 ans de travaux forcés à la perpétuité. La défense est la dernière à passer devant la barre. Maître Moustapha Dieng pense que le procureur s'autoproclame hors la loi en disant publiquement qu'il n'aime pas les répliques alors que cette partie fait partie des procédures. L'avocat de Cheikh Béthio Thioune se dit aussi déçu par le parquet. Il ajoute qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui, de manière directe ou indirecte, demandent au procureur de réduire à néant la foi des tentacoules. Donc, comme je l'ai dit, actuellement, l'audience a été suspendue jusqu'à lundi. On attend le verdict du juge du nom de Tchernoyan. Merci beaucoup, Abdourahmane Diallo. Les agents du GIE des transports Mboup dénoncent leurs difficiles conditions de travail. 2 mois sans salaire, pas de congé, pas de cotisation à l'IPRES. Oumou Kalsoum Sy, reportage. Garage Petersen, terminus de la ligne 4 des bus Tata, Abdoundaou et ses camarades, tous des agents du transport Mboup, alertent l'opinion. En plus de leurs conditions de travail qu'ils jugent difficiles, ces agents de bus de la ligne 4 ont eu écho d'éventuels changements dans leur entreprise, mettant en péril la pérennité de leur travail avec l'arrivée d'une nouvelle équipe. Abdoundaou et leur porte-parole. Nous sommes allés au tribunal, on l'a gagné au procès. Non seulement il a bloqué nos salaires, mais il nous a menacé d'envoyer la police ici et de mettre des autres personnes à notre place. 2 mois sans salaire, 13 ans sans congé, sans compter l'absence de bulletin de salaire et des primes d'ancienneté. Trop, c'est trop, nous disent ces travailleurs. Les conditions sont très difficiles. Nous travaillons 16 heures de temps par jour. 16 heures de temps, donc c'est très difficile. Il n'y a rien, ni quoi, il n'y a rien. En attendant que ces travailleurs et leurs employés trouvent un accord, les passagers de la ligne 4 risquent eux aussi de sentir ce différent à travers leur déplacement. Oumou Kalsoum Sy, nous avons tenté de joindre leur employeur. Quelqu'un d'autre décroche et nous fait savoir que Madina Mboup est occupé. À Louga, un litige foncier secoue le quartier Montagne Nord. Les FARC de habitation spontanée ne veulent plus assister à l'accaparement de leur site alors qu'ils possèdent des actes. La mairie a décidé de les recaser à Medina Salam, ce qu'ils ne veulent pas. Reportage Abraham Paul Pouya. Brandissant, notification d'attribution de parcelles, quittance de la taxe de bornage, les populations de Montagne Nord de la zone des habitations spontanées ont manifesté pour dénoncer les jagissements de certaines personnes inconnues pour effectuer des morcellements dans leur quartier. Ismaïla Ba portent leur parole. C'est du temps de Aminata Mbengue qu'on nous les avait donnés. Et après, on est allé payer à la mairie. Depuis, on est resté là à attendre. Pendant ce temps, on vole les terrains. Et je crois que personne ne les mérite plus que nous. Délogés et recasés une première fois à Medina Salam, les habitants de Montagne Nord, habitations spontanées, ont été renvoyés par les populations du village de Bayar. Alassane Sow raconte. Hier, on est parti là-bas et c'est à coups de bâton qu'on nous a demandé de quitter. On ne peut plus y retourner. Et c'est même pas sûr, qu'ils le veuillent ou non, on reste ici. Et pour ceux qui ont déjà acheté, ils vont perdre. Que le président le sache. Ces populations sont déterminées à combattre ce qu'elles appellent injustice. Ils disent que cette zone est inhabitable, alors qu'il y a des gens qui commencent à construire. C'est inacceptable. Nous, on va nulle part. Désespérées, les populations de Montagne Nord appellent le maire, Moustapha Diop, à respecter sa promesse de campagne de les laisser à Montagne Nord. Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. Nous avons justement essayé de joindre tout à l'heure le maire de Louga, Moustapha Diop, mais son portable est sous boîte vocale. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. Au Bénin, un mort dans les manifestations contre le pouvoir. C'est une femme qui a succombé à ses blessures ce matin. Un homme était toujours hospitalisé à Cotonou après avoir reçu une balle dans le dos, selon l'AFP. C'est pendant les violences qui ont éclaté hier au Bénin. L'agence France Presse cite une source policière. Et la famille du blessé notait qu'un calme tendu est constaté dans les rues de Cotonou. Des groupes de partisans de l'ancien président Yahi Boni montent toujours la garde à chaque entrée de la rue de sa résidence à Cotonou, faisant face à l'armée. Et au Soudan, une grande manifestation aujourd'hui dans la capitale Khartoum. Une marche d'1 million. L'objectif est de maintenir la pression sur les militaires. Daouda Diouf.
C'est aujourd'hui que les manifestants sont attendus pour une marche à l'appel des meneurs de la contestation qui entendent maintenir la pression sur les militaires alors que les négociations sur un transfert de pouvoir aux civils piétinent. Après la décision le 11 avril du président Omar el-Bashir par l'armée sous la pression d'un mouvement de contestation inédit lancé en décembre, un conseil militaire de transition a pris le pouvoir pour 2 ans. Les meneurs de la contestation qui réclament un gouvernement civil et les militaires au pouvoir se sont mis d'accord samedi sur la création d'un conseil conjoint qui remplacerait le conseil militaire de transition. Mais les désaccords persistent sur une composition. Les représentants de la contestation proposent un conseil de 15 membres dont 8 civils tandis que l'armée veut un conseil de 10 membres dont 7 militaires. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a alors accusé les militaires de ne pas envisager sérieusement de céder le pouvoir aux civils. L'ALC a appelé aujourd'hui à une marche d'1 million de manifestants pour un pouvoir civil, ce qui a exacerbé les tensions au Soudan. Daouda Diouf, pendant ce temps au Soudan voisin, le Soudan du Sud, objet d'une réunion à Addis Abeba. Les belligérants sont dans la capitale éthiopienne jusqu'à vendredi. Cela à l'appel du bloc régional est-africain IGAD. C'est pour relancer l'accord de paix signé en septembre 2018, actuellement dans une impasse. L'accord prévoyait une période de transition, ça se vend, le 12 mai, à l'issue de laquelle un gouvernement d'unité nationale devait être formé. Et la crise politique en Guinée-Bissau, la famille chérifienne de Cheikh Mahfouz Aïdara s'implique dans la médiation. Une délégation conduite par Nourou Bimako a séjourné à Bissau où elle a rencontré les 2 coalitions politiques lesquelles ont manifesté leur volonté d'aller vers une issue heureuse à la crise. Là-dessus, le porte-parole de la délégation chérifienne, Mahfouz Fall. Nous sommes partis avec une forte délégation envoyée par le Khalif général des Chérifs Cheikh Khatab, Cheikh Samsidine. Vous savez, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie, c'est un seul peuple. Un problème dans un de ces pays impacte forcément l'autre pays. Donc c'est pourquoi la famille de Cheikh Mahfouz a constaté que la Guinée-Bissau est en train de traverser une crise très préoccupante. Donc en tant que famille religieuse, n'est-ce pas, la famille s'est impliquée dans la médiation pour rapprocher, n'est-ce pas, les 2 parties. C'est ainsi que nous avons rencontré les 2 principaux partis de cette crise, à savoir le parti traditionnel de la Guinée-Bissau, le PAGC, dont nous avons rencontré d'abord le président du parti, l'actuel Premier ministre. Nous avons aussi rencontré l'autre parti, Madame Z15, M. Ibrahim Kamara. Alhamdulillah, on peut vraiment dire que ce qui est sorti de cette rencontre, et que les 2 parties ont manifesté, n'est-ce pas, leur volonté à se retrouver autour d'une table pour une sortie de crise très favorable. Mahfouz Fall était interrogé, Binta, par Laminba. Merci beaucoup, Georges Détidiopa. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et vous aurez la parole tout à l'heure sur RFM sur la sortie musclée du chef de l'État contre une hausse des salaires des fonctionnaires. Nous aurons Omar Ousmane Biram Sané, économiste, ancien directeur de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, et également Meïssa Babou, économiste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane. Merci à vous, Binta Diallo. Dakar, capitale du judo africain à partir d'aujourd'hui. Justement, Dakar qui va abriter les championnats d'Afrique cadets et juniors. Une quinzaine de pays prend part à ces joutes devant se dérouler à Dakar Arena, c'est à Diamniadio. Le coup d'envoi sera donné à partir de 15h avec la cérémonie d'ouverture. Voici les précisions de Babacar Wade, c'est le président de la Fédération sénégalaise de judo. On a procédé au tirage au sort des compétitions individuelles hier avec 16 pays qui sont effectivement présents à Dakar, représentant à peu près 250 jeunes judokas des catégories, pour les catégories des cadets et des juniors. Donc, la compétition elle se déroule sur 4 jours, c'est-à-dire du jeudi au dimanche. Aujourd'hui, on va faire les individuels chez les cadets. Il faut savoir que chez les cadets, il y a 14 catégories qui sont en liste, 8 chez les garçons et 8 chez les filles. Et les éliminatoires viennent tout juste de démarrer à 10h. On prévoit de faire la cérémonie aujourd'hui à partir de 15h à Dakar Arena, suivi des finales et des remises des médailles pour les catégories cadettes aujourd'hui à partir de 16h. Globalement, l'organisation se passe bien et on espère qu'on assistera à de belles empoignades durant ces jours de compétition.
Basketball, messieurs, AS Ville de Dakar, un promu ambitieux. Arrivé en National 1 cette saison, l'équipe de la municipalité de Dakar réalise une bonne saison et va jouer les playoffs. Comprenez par là ces équipes qui vont jouer donc pour le titre. Objectif, être dans le quatuor Sodekam. Deuxième au classement de la poule B avec 22 points, le promu l'AS Ville de Dakar s'est vite adapté et s'imposé devant des équipes qui ont duré en National 1. Alingo Nignan, l'entraîneur de l'AS Ville de Dakar, homme, explique. On a une équipe jeune et on avait un projet de 3 ans pour faire monter l'équipe en première division. Et quand on est arrivé en première division, notre objectif c'était le maintien. Mais vu qu'on avait des jeunes qui avaient envie de faire quelque chose, nous avons bien travaillé avec le groupe pour arriver en playoff. Jouer les playoffs cette saison était prévisible, selon l'entraîneur. Vu que nous étions dans un pool pas très difficile, il y avait de bonnes équipes, mais nous savions que si nous nous focalisons sur une bonne défense et une préparation physique bien faite, on allait se maintenir en première division. Une autre compétition se prépare avec de gros calibres, laisse entendre Alingo Nignan. Parce qu'on va rencontrer les gros comme l'AS Douanes, le Saint-Louis Basket Club, l'US Ouakam et la SPA. Ça ne va pas être des matchs faciles, mais nous allons venir sans complexe, jouer notre chance. Parce qu'il y a des jeunes qui ont envie de prouver quelque chose. L'équipe de la ville de Dakar, qui a déjà atteint son premier objectif, le maintien, veut désormais terminer au pied du podium. Le premier tour des playoffs va se jouer le 11 mai. L'AS Ville de Dakar croise le 3e de la poule A, Saint-Louis Basket Club. Pour être complet pour ce premier tour des playoffs, retenez que l'AS Douanes va en découdre avec les Saltigués de Rufisque. Union sportive de Ouakam Louga, Asfa fera face au Dakar Universitaire, et vous l'avez dit à l'instant, c'est le basket club qui joue contre le promu fort ambitieux. Il s'agit de l'AS Ville de Dakar. Basketball dames cette fois-ci, match en retard de la 15e journée cet après-midi au stadium Marcus Ndiaye à 17h. GIA Flying Star suivi de Bob Isaac, c'est prévu à partir de 18h. Binta. Alors nous allons terminer, cher Tidjane, par l'Europa League. Début ce soir des demi-finales. Allez. Il s'agit de foot, un choc attendu entre Arsenal et Valence. Les Allemands de Francfort accueillent les Blues de Chelsea. Début des rencontres cet après-midi à partir de 19h en Ligue des Champions hier. L'FC Barcelone a remporté largement la première manche des demi-finales face à Liverpool. Score 3-0 avec un Messi stratosphérique hier lors de cette rencontre. Mardi en demi-finale, l'Ajax Amsterdam a battu en déplacement les Spurs de Tottenham sur le score d'1-0. Van de Beek a été l'unique buteur de la partie Binta. Merci beaucoup, cher Tidjane Diagne, des fonctionnaires, des réactions qui continuent. Des fonctionnaires que nous avons rencontrés sont très en colère contre cette sortie du président de la République, là où d'autres citoyens lambda disent être en phase avec le chef de l'État. Nous allons écouter le reportage de Salimata Osek. En entendant ces propos, le directeur de cette école a eu un choc. On n'a pas du tout été content, pas du tout content. Pour cet enseignant, le président Macky Sall ne devait pas faire cette annonce car les fonctionnaires ont besoin d'une hausse de salaire. Quand un président dit que c'est impossible d'augmenter les salaires à l'état actuel des choses, les conditions ne le permettent pas, bon. Je ne sais pas si ce qu'il a dit, si c'est bien fondé, mais en tout cas, ça ne nous arrange pas. J'ai été déçu, vraiment, parce que je ne m'attendais pas à ça de lui. Moussa Sarr est opérateur économique. Il est en phase avec le président de la République. Je suis d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup de chômeurs au Sénégal. Et si on insiste sur le salaire des fonctionnaires, pour augmenter le salaire des fonctionnaires, ça risque d'augmenter le taux de chômage qui est au Sénégal. Il ne faut pas se focaliser sur les fonctionnaires tout simplement. S'il y a quelque chose qui dérange dans ce discours, c'est le ton, affirme ce travailleur du privé. Ce n'est pas une bonne idée, à mon humble avis, parce que c'est quand même trop rude, n'est-ce pas, de faire ce genre de déclarations comme ça. C'est vrai que c'est un peu dur pour lui de faire des augmentations de salaire, mais les gens en ont besoin. Parce que de plus en plus qu'on avance, toutes les choses augmentent. Lors de la remise des cahiers de doléances, à l'occasion du 1er mai, le président Macky Sall a annoncé que les salaires des fonctionnaires ne connaîtront pas une hausse, une sortie qui risque de provoquer des perturbations. RFM, la chronique du jour. C'est avec Abdoulaye Ndiaye. Qu'est-ce qui fait en effet que nos chaînes de télévision, dans une sorte d'uniformisation absolue, aiment en période de Ramadan réduire l'importance de leur offre de programmes
aux prestations comiques. Prestations qui font la part belle au guignolesque et au burlesque. Des modes de distraction qui semblent peu appropriés pour un mois de Ramadan. Un mois qui, pour les musulmans, revêt un caractère sacré par le recueillement, la mesure dans le comportement et les propos. C'est en tout cas ce qui est exigé de chacun. On s'étonne alors qu'en ce moment, les moments de rupture de jeûne soient choisis par beaucoup de télévisions pour proposer des offres qui font apparaître une sorte de sens commun propre aux Sénégalais. Un sens commun reflété par des comédies de situation pour amuser, portées par des personnages qui semblent identiques d'une chaîne de télévision à l'autre. Sans oublier le jeu d'acteurs exagérément loufoques qui peut provoquer le rire sans présenter un intérêt instructif pour le téléspectateur. Face à ces constats, l'unique réponse apportée par beaucoup de programmeurs de chaînes demeure l'occasion de promotion commerciale qu'offre aux annonceurs la période de Ramadan et la nécessité de créer autour d'elle un événement de vente d'espaces télévisuels. Reste que des émissions éducatives, informatives, voire ludiques, auraient pu, bien élaborées, être les supports visibles de produits commerciaux, en même temps qu'elles auraient permis de parfaire des connaissances, de vivre une pleine harmonie avec un mois pas comme les autres. Nous pourrions appeler cela une rupture ou une volonté de contre-programmation initiée par quelques chaînes parmi les plus créatives du paysage audiovisuel sénégalais. Qu'il soit toutefois clair qu'à ce niveau de notre réflexion, nous ne cherchons à prôner ni la censure ni l'interdit de sujets légers en télévision. Ils ont une fonction de rafraîchissement pour le quotidien des Sénégalais, mais un mois de Ramadan est-il le plus indiqué pour de telles offres de programmes? Poussés à l'excès, et c'est souvent le cas, ces sketchs ne courent-ils pas le risque de heurter quelques sensibilités? Doit-on oublier côté responsable de chaîne le principe qui fonde toute programmation et qui est de l'adapter à une demande exprimée par un public? Enfin, si distraire fait partie des missions de la télévision, peut-on y rire de tout et à tout moment? Nous avons là des équations à résoudre par les programmeurs. Ainsi, ils n'auront point le droit d'imposer tout au long du mois de jeûne des productions comiques aux allures parfois bouffonnes, sans lien ou apport utile avec ces derniers. C'est manquer d'esprit créatif ou ignorer certains déterminismes culturels ou religieux attachés à ce mois. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Georges Déthié-Diopin. Macky Sall élargit ses pouvoirs. L'Observateur révèle qu'en plus de son projet de loi portant révision de la Constitution soumis aux députés, le chef de l'État a fait valider mardi en commission technique l'amendement de l'article 63 de la Constitution. La conséquence, désormais, seul le président de la République pourra convoquer une session extraordinaire de l'institution parlementaire. Alors que, jusque-là, souligne mon confrère, l'Assemblée nationale pouvait, en outre, se réunir en session extraordinaire sur ordre du jour déterminé, soit sur décision de son bureau, sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres adressés à son président, sur décision du président de la République, seul ou sur proposition du Premier ministre. Une pluralité donc que le chef de l'État a réduite en une. Ainsi, l'Obs indique que Macky Sall veut débuter son second et dernier mandat avec une assurance tout risque qui lui garantit une stabilité au sommet de l'État pour les 5 prochaines années. Macky Sall qui a reçu hier les cahiers de doléances des centrales syndicales. Traditionnelle cérémonie à l'occasion de la fête du 1er mai, la fête du travail. Et ce que les journaux retiennent surtout de cette rencontre au palais, c'est la position du chef de l'État. Comme le rapporte Le Soleil, Les Échos et les autres titres, Macky Sall a exclu toute augmentation de salaire dans la fonction publique, soulignant que le gouvernement n'a pas les moyens. Ainsi, le quotidien note qu'il n'y a pas eu de cadeau pour les travailleurs. L'AS parle de dure vérité de Macky aux syndicats. Vox Populi de réponse sèche de Macky aux syndicalistes. Pour Sud Quotidien, Macky recadre les syndicats. Sous un autre registre, le président Sall a fait savoir, et Le Soleil en parle, que l'accès au logement est l'une des priorités de son second mandat. Ainsi, il annonce un programme de 100 000 logements, soit 20 000 par an. Et il sera financé par une taxe sur le ciment. À ce propos, l'Obs rapporte les propos de Macky Sall, propos selon lesquels ils sont en train de voir comment faire une taxe sur le ciment pour que ceux qui veulent avoir des logements, surtout les jeunes qui commencent à travailler, qu'on leur donne des crédits de logement dans un délai de 20 ans ou plus sans qu'ils ne donnent un appoint. Du coup, Les Échos fait état d'une hausse prochaine du prix du ciment avec la mise en place d'une nouvelle taxe. On reste avec Les Échos. Le journal s'arrête sur le livre blanc de la coalition IDI 2019 sur la présidentielle du 24 février dernier.
des pages noires d'un hold-up selon Source A. Les Échos informent qu'après 45 jours de recherche et de travail, les experts de la coalition IDI 2019 et d'autres experts en matière électorale ont produit un rapport de 56 pages qui donne des détails sur la manière dont l'élection présidentielle de février dernier a été truquée. Entre autres révélations rapportées par Direct Info, plus de 600 bureaux de vote fictifs créés à l'étranger. Dans la région de Dakar, le nombre de votants pour la coalition présidentielle entre les législatives de 2017 et la présidentielle a augmenté de 115 232 voix. 155 248 doublons décelés dans le fichier électoral. Et ce sujet dans Tribune, les ravages de l'alcool frelaté. Quand le Jakarta décime en mode fast-track, c'est à lire à la page 4 du journal Tribune et à la une de Source A. Trafic et détention de chanvre indien à sa sortie d'une mosquée à Touba. Le muezzin coule avec 34 cornets. À vos kiosques et bonne lecture. Nous y sommes sur la sortie musclée du chef de l'État contre une hausse des salaires des fonctionnaires. Quelle analyse faut-il en faire? Nous sommes avec Ousmane Biram Sané, économiste, ancien directeur de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Bonjour Monsieur Biram Sané. Bonjour Binta. Nous recevons également Maïssa Babou, économiste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Maïssa. Bonjour Binta. Alors, le président Macky Sall, je viens de le dire tantôt, a été très ferme hier à l'occasion de la fête du 1er mai. Il n'y aura pas de hausse de salaire dans la fonction publique. Quelle lecture faut-il en faire? Une lecture exhaustive, Ousmane Biram Sané, de cette sortie du président Macky Sall? Oui, le président a fait une sortie ferme, mais il n'était pas fermé. Parce qu'il le dit si bien, le gouvernement n'a pas les moyens d'augmenter les salaires, mais il reste ouvert à la discussion. Moi, la lecture que j'en fais, c'est que, en fait, la cible du président de la République, c'est le pouvoir d'achat du travailleur. Or, quand vous dites adresser le pouvoir d'achat du travailleur, il y a plusieurs façons. On peut augmenter le pouvoir d'achat du travailleur en augmentant son salaire. Mais dans ce cas précis, le président étant à la tête de la fonction publique, il n'y a pas que la fonction publique comme travailleur au Sénégal. Donc, c'est pourquoi l'option de subventionner des produits sensibles comme le gaz, l'électricité, le carburant, etc., contribue à l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Or, on ne peut pas mener ces deux politiques-là en même temps. On ne peut pas de but en blanc augmenter les salaires et aussi vouloir maintenir des subventions. Il parle à ses employés, il connaît ses contraintes budgétaires, les ratios de masse salariale aujourd'hui sont régis par les accords qu'il y a au niveau de l'UEMOA. Et pour le Sénégal, effectivement, ce ratio commence à être de plus en plus proche de l'insoutenable. Et donc, par rapport à ça, le président a bien raison de maîtriser donc cette variable de la politique macroéconomique en ayant un langage clair. Est-ce que cela veut dire que les subventions, la politique de subvention que le président de la République avait adoptée durant l'année sociale décrétée l'année dernière a dû gréver les trésoreries de l'État ou le budget de l'État? Maïssa Babou. Oui, certainement, si seulement cette subvention dont on parle est vérifiée, parce qu'en fait, rappelez-vous que de 2012 pratiquement à 2017, c'est le coût du pétrole qui était très bas. Et le Sénégal en a très largement profité. Et c'est ce qui avait d'ailleurs permis une petite baisse sur le carburant et le gaz. Toute chose étant par ailleurs, c'est normal, dans un autre pays, on serait à des diminutions de prix, en tout cas plus importantes. C'est que l'État du Sénégal, c'est vrai, peut-être à partir de 2017, a peut-être commencé à avoir un coût du pétrole assez élevé. Et c'est peut-être maintenant seulement que soit le gaz ou peut-être le carburant sont revenus à des niveaux peut-être qui sont subventionnables. Mais je doute que ça ne soit pas quand même vraiment le cas, parce que les prix sont extrêmement élevés, que ce soit le gaz comme le carburant. La preuve, aucune baisse de tarif de prix pour les consommateurs du transport. Donc, moi, je crois que ce n'est pas un alibi qui peut tenir la route. Je ne vois pas comment
l'État du Sénégal a fait des subventions qui gêneraient plutôt une petite augmentation de salaire. Parce que à chaque 10 ans, si on fait le cumul des inflations, mais forcément, le coût de la vie devient assez compliqué. Et donc, il va de soi que la revendication syndicale de revaloriser les salaires est pour moi quand même une chose assez normale. Oui, mais Biram Sané, est-ce qu'il y a possibilité, au vu de ce que vient de dire Meissa Babou, de pouvoir augmenter quand même, malgré tout, les salaires des fonctionnaires? Mais bon, je pense qu'il y a une discussion qui est possible, mais peut-être qu'aujourd'hui, compte tenu des contraintes budgétaires, et si c'est le chef d'État lui-même qui le dit, je crois à ce qu'il dit et je pense que la marge de manœuvre étant très étroite, peut-être qu'il faut continuer à discuter pour voir comment, encore une fois, améliorer le pouvoir d'achat. Parce que aussi, il faut que... Il y a possibilité d'améliorer. Parce que les syndicats parlent souvent d'augmentation de salaire, mais en contrepartie de quoi? Aujourd'hui, dans ce pays, tout le monde sait que la productivité du travailleur est très très basse. Oui. Regardez dans les comparaisons internationales, le Sénégalais travaille moins que beaucoup d'autres nationalités. Demandez à nos émigrés qui travaillent en Europe quand ils viennent ici, demandez aux investisseurs étrangers quand ils viennent ici. Je pense que pour moi, il faudrait en contrepartie d'une hausse demander un peu aux travailleurs, aux syndicats, qu'est-ce qu'ils proposent pour élever la productivité du travail. Parce que si vous êtes payé pour faire 8 heures de temps de travail et d'être efficace, et que vous n'en faites que 4h30, 5 heures, vous êtes au bureau un peu tard, vous buvez du thé, vous êtes tout le temps absent et tout. C'est quelque chose qui doit aller avec la modernisation de la fonction publique. Oui. Alors, si on lit Meissa Babou entre les lignes de ce qu'a dit le président de la République, l'État n'a même pas les moyens d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Est-ce qu'il faudrait qu'on s'attende à la fin des subventions et que la vérité des prix soit appliquée, puisqu'il y a eu subventions durant l'année sociale? Oui, c'est une possibilité. Quand on voit que le ciment va augmenter peut-être pour la deuxième ou troisième fois. Quand on voit que l'année dernière, la boisson, les cigarettes ont subi aussi des taxes supplémentaires, on peut avoir peur que l'État, en refusant systématiquement cette augmentation, parce que je suis très d'accord avec mon co-débatteur quand même, Biram Sané, que je salue d'ailleurs. Je suis très d'accord qu'on ne doit pas fermer la porte. Parce qu'en fait, il s'agit d'une revendication sociale qui, quand même, quoi qu'on puisse dire, est une revendication, à mon avis, normale. Maintenant, que l'État soit surchargé, parce qu'on a peut-être 82 milliards de dettes à payer par mois, peut-être que parce qu'on a, dans ces salaires-là, on a combien de grands hauts fonctionnaires, parce qu'on a mis en place des institutions et des agences qui bouffent tout l'État, mais que les citoyens doivent trinquer, c'est là où je ne suis pas d'accord. Moi, je dis... Il y a quand même le recentrage qu'on a annoncé, le resserrement et tout. Peut-être que ça va faire l'affaire des fonctionnaires. Vivement que ça soit fait. Oui. Par le beau même qui devait faire ce travail-là. Parce que là, on avait annoncé, je crois, en 2013 ou 2014, que oui, on va encore faire ce travail-là pour délester un peu l'État. Mais ça tarde à venir tant que les nominations continuent. Moi, je n'ai pas espoir. Et donc, c'est par rapport à cette surcharge-là, c'est vrai qu'on ne peut pas imposer à l'État quand même, à un certain moment, difficile, surtout ces moments-ci assez difficiles, peut-être une augmentation drastique qui peut freiner l'ardeur des industries privées. Parce que ça va se répercuter effectivement sur le privé. Et le privé, peut-être assez médiocre au Sénégal, risque de trinquer. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais quand même qu'on accepte le fait d'un coût de la vie au Sénégal extrêmement cher. Absolument. Parce que très franchement, quand vous recevez votre facture d'électricité, en tout cas si vous êtes comme moi, vous tremblez. Quand votre fils doit aller à l'école, là, vous tremblez. C'est 50 000, 100 000 francs. C'est-à-dire que le Sénégal est un pays tellement cher qu'il nous faut nous ajuster. Il faut qu'on essaie quand même de mettre le capital humain qu'on a bâti
l'État a mis ses sous dans ce capital humain que je suis aujourd'hui. Mes parents ont mis de l'argent dans le capital humain que moi je suis devenu aujourd'hui. Mais si ce n'est pas valorisé, et vous retournez avec des salaires minables qui vous donnent le stress, vous mourrez rapidement, vous n'êtes même capable de renouveler votre force de travail. Oui, ce qui veut dire... Mais ça pose problème. Ce qui veut dire... Oui, absolument, on termine. Oui, quelqu'un qui est à Fongolemi, dans un village où il y a 2 cas, 3 cas, on lui met un poste de santé. Il n'a même pas de peine. Non, c'est une justice sociale. Moi, je crois qu'il nous faut quand même revoir tout le tableau, horizontalement, verticalement, qu'on puisse discuter et regarder ce qui est possible. Heureusement que, comme Biram l'a dit, Biram Sané, que le président n'a pas fermé des portes. Il faut revoir tout, Biram Sané, discuter et voir ce qui est possible de faire ou ce qui ne l'est pas. Biram Sané. Je vous entends mal là. Je dis, vous l'avez dit, Meissa Babou l'a dit, il faut vraiment revoir, il faut s'asseoir pour discuter et voir ce qui est disponible, ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que le président lui-même a dit qu'il est ouvert à la discussion. Oui. Je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut dire que l'État n'a pas que les salaires de la fonction publique. Aujourd'hui, si l'État aussi subventionne des choses importantes comme le médicament, comme le dit Babou, mais à Fongolimbi, on retrouve des médicaments qui sont subventionnés par l'État. Donc, augmenter les salaires, oui, vous impactez sur les 60 000 fonctionnaires et quelques, mais subventionner le prix du médicament, vous impactez sur tous les Sénégalais. Donc, un État est soumis à des arbitrages parfois difficiles. Et dans nos pays, c'est toujours le problème parce que la seule assiette qu'il y a ici, c'est le budget de l'État qui est basé sur une fiscalité dont on sait que le taux de pression fiscale est encore relativement faible. Merci. Donc, je pense qu'il faut accompagner la revalorisation salariale des fonctions publiques par une rationalisation des effectifs, par une rationalisation des services de l'État, notamment les agents, et en ce moment mettre les salariés sous contrat de performance en termes de résultats et en taux de présence et d'efficacité dans le travail. Toujours travailler, encore travailler. Merci Ousmane Biram Sané et Meissa Babou que nous retrouverons dans un instant dans le journal en Wolof. Le temps de rappeler les titres. Verdict du procès du double meurtre de Medinatoul Salam, délibéré prévu aujourd'hui, finalement reporté à lundi prochain. Ça a chauffé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre jets de pierres et grenades lacrymogènes. Encore une affaire de non-paiement de bourse à Kaffrine et à Kaolack. Les étudiants ont également décrété 72 heures renouvelables. L'interdiction du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Un coup de tonnerre. Des parents d'élèves choqués par cette mesure qui entre en vigueur au mois de septembre prochain. Des syndicalistes réagissent à la sortie du président Macky Sall contre toute augmentation de salaire dans la fonction publique. Ils comptent faire face. À la technique de ce grand journal, il y avait Alioune Ba, à la réalisation El Hadji Ndiogou Diène.